Alors, bonjour Marc. Bonjour Carole. Alors, je vous présente Marc Molk. Moi, je suis Carole Five, que j'ai invitée dans le cadre de la résidence que je fais en ce moment à la médiathèque du Kremlin-Bicêtre, une résidence d'écriture. Et Marc, je t'ai invité parce que c'est une résidence qui parle beaucoup de peinture, d'écriture, des liens entre peinture et écriture. Et comme moi, tu as cette double casquette. Euh, Tu es peintre et écrivain. Et j'avais envie de te laisser te présenter parce que tu as écrit deux romans publiés chez Buchet-Chastel, La disparition du monde réel, La disparition et le premier c'était chez Arléa, Père Charlie d'Humaine. Père d'Humaine, Ouais. voilà. Tu as aussi participé à un colloque justement sur la peinture au Collège de France en 2014 avec d'autres peintres. Et tu as aussi écrit un essai sur la peinture qui est juste là, plein la vue. Voilà. Voilà. Donc tu as vraiment parce qu'on va essayer de parler un petit peu disons des relations entre peinture et écriture et aussi de l'enseignement de l'art, voilà, des sujets qu'on a tous les deux traités, toi plus en peinture, moi plus en écriture, et que je traite aussi dans mon dernier roman Térébenthine, c'est-à-dire comment se fait le passage de l'un à l'autre, de la peinture à l'écriture, et comment se passe l'enseignement de la peinture aujourd'hui, par exemple, encore aujourd'hui en France. Voilà. Alors, tu présentes en ce moment plusieurs toiles à la médiathèque, une exposition qui est visible jusqu'au 15 avril dans une salle juste en bas. Cette exposition, tu l'as appelée Faire taire le silence. Faire taire le silence. Est-ce que tu peux juste nous parler un peu des toiles que tu as sélectionnées? Est-ce que tu les as faites exprès pour cette exposition ou est-ce que tu... Alors non, parce que je n'avais pas le temps. Il y a des toiles qui sont de trois types différents en fait. Et parce que j'ai une petite tendance à me disperser, pas seulement en peinture, enfin. Et, et donc en fait il y a des toiles qui sont proprement figuratives, d'autres qui sont plutôt décoratives, ce qui est très mal vu en fait, mais moi ça me plaît en fait. Et où je me suis inspiré des broderies sur les robes de danseuses folkloriques ukrainiennes. Je trouve que c'était, je trouve que c'est beau en fait. J'aime bien, c'est des danses folkloriques, les chants bulgares, des choses comme ça. Et, Autant de choses. Et voilà, et puis il y a des calligrammes aussi, donc qui sont des dessins réalisés avec de l'écriture. Parce qu'à un moment, justement, comme j'écrivais et que je peignais, euh, je me suis retrouvé avec des réactions pénibles. Les gens qui ne m'aimaient pas dans le monde de la peinture disaient bah, c'est l'écrivain qui peint. Et ceux qui ne m'aimaient pas dans le monde de l'écriture disaient c'est le peintre qui écrit. En fait, à la fin, ça faisait beaucoup de monde. Et donc, je me suis dit, je vais faire un pont. Et je l'ai fait avec les calligrammes. Ça n'a absolument pas résolu le problème de ce déficit d'amour. Mais par contre, moi, je suis assez content de cette petite tentative de fusion. Ça existait déjà, les calligrammes. Et donc là, j'en expose aussi deux qui sont assez grands, 70 par 50. ici, donc, Ici, voilà. il y a aussi une exposition intéressante que tu as faite au musée de la vie romantique, c'est ça? Qui s'appelait Cœur. Tu as participé à cette exposition collective et tu présentais aussi deux toiles là-bas? Alors, il y avait deux toiles et un calligramme. Et c'était une exposition sur le romantisme dans l'art contemporain. C'est ça. Et qui rassemblait une trentaine d'artistes, en fait. Et ce que je trouvais intéressant, dans la mesure où moi, longtemps, j'ai plutôt été attiré par ces sujets-là, la question des sentiments, la question de l'amour, et qui crée une sorte de sarcasme facile en fait. Ça rend les gens narquois, la plupart du temps, soit parce qu'ils ont souffert, soit parce qu'ils aiment faire souffrir. Euh, et tout le monde me semblait très très préoccupé par la question du corps, de son exultation, qui est très important, hein. Mais très peu par la question des sentiments. Et donc du coup, au moment où cette exposition a été montée par la curatrice Marie-Belle Nadal-Jovet et Gaëlle Rio, la directrice
directrice du musée de la vie romantique. Elles sont allées chercher chez différents artistes contemporains français quelle pouvait être la postérité du romantisme, en fait, dans un champ qui, normalement, est très dur, cynique, affranchi, libéré, sexuel, etc. Et donc, je me suis retrouvé dans cette exposition et j'en suis très fier. Et voilà. Et alors, tu disais, notre conversation, on va la baser sur la thématique, on a parlé tout à l'heure de la convalescence de la peinture, mais avant, puisque tu disais c'était compliqué d'être à la fois considéré comme peintre en étant écrivain, est-ce que alors comment tu vis cette double casquette? Parce que par exemple, moi j'ai l'impression d'avoir finalement plutôt choisi l'écriture, et toi tu arrives quand même à publier et à faire des expositions, et tu vis comment cette... Alors, ce que je crois, c'est qu'il y a plusieurs choses. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait deux types de vies, les vies symphoniques et les vies rhapsodiques. Donc les vies symphoniques, elles ont une ligne mélodique qui se décline, qui est jouée par différents instruments, enfin bref, ça crée une symphonie, une très beau, les symphonies. Et les vies rhapsodiques, en fait, il y a des cassures de style, des cassures de mélodie. Ça ressemble un peu à la musique arménienne, ça ressemble à... il y a des surprises. Et qu'en fait, il s'agissait d'assumer. Sa phrase exacte a été il faut, parce que c'est quelqu'un qui vous voyez, il faut que vous assumiez le caractère rhapsodique de votre existence. C'était très gentil de sa part, et en même temps, voilà. Après, sur la question de la reconnaissance, ça ne veut rien dire. Parce que... T'as l'impression qu'il y a un lien entre ta vie littéraire et ta vie picturale, plastique? Ce sont des milieux qui sont très, je trouve, séparés, qui commencent un peu à être poreux, mais quand on compare aux années 60, où vraiment tous les peintres, tous les écrivains se connaissaient, mais se fréquentaient, là ça recommence un tout petit peu. Mais on a traversé 40 ans d'ignorance mutuelle. Il suffit de voir le niveau graphique, en fait, je trouve, par exemple, de beaucoup de publications qui traitent de littérature, où ça fait saigner les yeux, en fait, et où l'inculture, je dirais la misère stylistique de beaucoup de publications artistiques. Et il y a eu comme ça une fragmentation, une explosion. Alors pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment travaillé dans les écoles d'art, l'approche conceptuelle. On les fait parler, on les fait écrire, mais il s'agit de produire un discours qui est là pour être là. J'ai pas l'impression que ce soit là pour dire quelque chose, en fait. Ou en tout cas, il faut que ce soit un discours qui répète, il est très calibré. C'est-à-dire que c'est presque un test dont la question serait « Es-tu un bon perroquet ?» Et si on est un bon perroquet, on a les félicitations du jury. Ça, on en parlait après, ça qui est terrible, qui est terrible de ces 40 années. C'est mon impression. Après, je m'en fous, c'est-à-dire que c'est pas mon problème. Que les étudiants des Beaux-Arts qui vivent leur vie, quoi. Oui, tout à fait. Alors, on a choisi d'intituler cette conversation, disons, convalescence de la peinture en France. Et est-ce que tu as cette impression, du coup, que la peinture va mieux aujourd'hui après une période de... En fait, ce que tu décris dans ton livre, c'est-à-dire cette période, tu en décris la dernière décennie, cette période où la peinture était morte, en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de peindre, Duchamp, alors que, bon, Duchamp, c'est 1913, son urinoir. Donc, je veux dire, on était toujours en 2005, on était toujours dans l'idée que l'avenir, c'était une œuvre qui avait été produite en 1913, il faut s'en souvenir. Et il y avait une sorte de fascisme idéologique, de doxa, et ça a duré 40 ans. Je dirais que ça a commencé au début des années 70, et ça s'est fini en 2010-2011. C'était encore très dur en 2005. Et moi, je pense que c'est de la convalescence de la peinture française, parce qu'ailleurs, ça n'existait pas. Et on avait les Young British Painters, l'école de Leipzig, il n'y a qu'en France que la peinture était morte.
C'était très, très, très étrange en fait. Comme une période un peu internationale, plus dans les années 70, 80, 90. Euh, je sais pas, non, c'était très dur. Ça a commencé, les derniers peintres, c'était la figuration libre dans les années 80 avec Combas, mais qui était allègrement méprisé. Il a eu un succès commercial très fort, mais la reconnaissance, je dirais, critique, elle est venue après. Et, euh, et déjà à l'époque, c'était mais qui est ce fou furieux parlons de Robert Combas qui peint. Il était, voilà, c'était un sétois avec l'accent. Il était un peu traité comme un débile, alors que c'est quelqu'un d'absolument brillant. Pourtant, à l'étranger, il y avait des peintres qui continuaient pas à mais parler l'étranger mal. n'existait pas. Ouais. L'étranger n'existe pas. De toute façon, on vit dans un pays qui n'a jamais, par exemple, fait d'exposition personnelle, ni à quelqu'un comme Michael Bormans, ni à quelqu'un comme Néaurore, ni, enfin, des stars mondiales de la peinture qui sont dans tous les musées du monde, qui sont célébrés. Il y a des grands champs quand même, qui a une expo, il y a quelques expos à Beaubourg quand bien même. sûr, bien sûr. Il y a des peintres français qui ont des reconnaissances institutionnelles. Mais ce que je répondais sur les peintres sur l'extérieur. Oui, ah oui. Ça fait longtemps que la France est fermée en fait. Oui. Et que, par exemple que Néo Roche, qui est célébrissime depuis les années 2000-2005, n'est jamais, enfin je crois qu'il n'a même pas de galerie à Paris, et qu'il n'a jamais eu d'expo personnelle en France. C'est quelque chose qui était impensable dans les années 50-60. On n'existait pas si on n'avait pas exposé en France. Et là, en fait, le monde existe sans nous maintenant. Et ça se voit très bien dans le volume des échanges. Dans les années 60, 60% des échanges d'œuvres d'art se faisaient en France. Au moment où nous parlons, moins de 2%. Sachant que, par exemple, en Angleterre, on est à 21%. En Allemagne, à 22%. Aux États-Unis, 33%. Mais bon, en Angleterre, on a à peu près une population égale. Ils sont à 21% des échanges, du volume d'échanges. Nous, à moins de 2. Alors qu'on était à plus de 60 en 1950. Donc il y a eu une crise multifactorielle, mais une crise terrible et une crise morbide en fait. Et depuis 2010, ça repart, et c'est pour ça que quand on discutait, le mot de convalescence me paraît bien adapté, parce que on pensait que la peinture était morte, mais en fait elle a eu un très très grave accident en France, et elle n'est pas morte, elle est toujours vivante, et elle est en train de se remettre en fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un effet de marché, parce qu'effectivement la peinture se vend mieux que tout depuis la crise, que les installations, et qu'il y a un retour à la peinture qui serait un petit peu artificiel. Est-ce que tu penses, enfin moi je pense tout à fait, enfin je pense que c'est pas du tout, c'est bien plus profond que ça, puisque je vois des jeunes peintres aujourd'hui qui font des œuvres vraiment très intéressantes et qui datent d'après 2005-2010. Mais est-ce que toi tu as l'impression que ça pourrait aussi être une situation artificielle pour le moment par le marché de l'art, ou que c'est quelque chose de plus profond? J'ai pas la sensation que dès qu'il y a marché, ce soit artificiel. C'est-à-dire que j'ai rien de... T'as rien contre les marchés? Non, j'ai rien contre le marché. On peut critiquer tout à fait le capitalisme, parce que ça ne veut rien dire. Une société capitaliste, la société américaine capitaliste d'une manière complètement différente de la société allemande. Enfin, l'argent, contrairement à ce qu'on croit, est extrêmement culturel. Les lois qu'il y a autour, le taux de change, etc., ça change absolument tout. Est-ce qu'il y a des lois antitrust, etc., ça peut totalement changer. Donc ça ne veut rien dire, le capitalisme. Mais c'est pas parce que le marché s'empare de quelque chose que c'est artificiel, mais c'est pas parce que le marché sacre aussi, ou ne reconnaît pas, que le marché est roi. Le marché n'est ni roi, ni méprisable. Et en tout cas, le retour de la peinture, les gens continuent à peindre, c'est juste qu'elle a recommencé à être visible. C'est le retour de la manifestation de la peinture. Et ça ne concerne que la France. Le marché, il a continué ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a perdu la place prédominante qu'on avait. On a tout perdu en mettant la tête dans le sable et en s'imaginant que, parce qu'on avait décidé ici que la peinture était morte, elle allait mourir dans le monde entier. Mais c'est comme si demain on décidait que la musique est morte. Je pense qu'on ne serait pas suivi. Et on n'a pas été suivi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, le ridicule a été tellement féroce que même en se bunkérisant de l'extérieur, les leçons de réussite, de
peintures comme celle de Néo-Roche, comme celle de Je pense à Luc Tumans voilà. en Belgique, voilà. Plein de gens. Ça a fait en sorte que ça n'était plus tenable. Comment dire, cet avis de décès frauduleux n'était plus tenable en fait. Et donc maintenant, je dirais que ça fait 10 ans que quand on est français, qu'on peint et qu'on dit je peins, on ne déclenche plus nécessairement un mépris, une mimique narquoise, et c'est fascinant parce que les personnes qui, il y a encore 15 ans, pratiquaient cette violence non-verbale et technique, en empêchant des expositions, etc., ont toutes retourné leur veste. Et je veux dire, ça s'apparente quasiment à ce qui s'est passé après la Libération. C'est-à-dire que maintenant, on a dans ce milieu des décideurs qui sont toujours les mêmes, ceux qui voulaient tuer la peinture, pas de problème. Ils ont complètement changé de braquet, mais c'est toujours les mêmes. Ce qui n'est pas grave non plus, il vaut mieux changer d'avis que rester dans une sorte de psychose. Mais c'est vraiment très étrange. Enfin, c'est quelque chose de profondément sociologique. Qu'est-ce qui a causé ce retour de la peinture, sinon un effet de marché? Ce que je crois, c'est multifactoriel, il n'y a jamais une seule explication. Dès qu'on cherche une seule explication, on est sûr de se tromper, à mon sens. Même si, j'ai la sensation que c'est une sorte de crise psycho-historique. Je suis désolé de sortir cette sorte de monstre. Après la Seconde Guerre mondiale, la France s'est sentie morte, en fait. Et techniquement, elle l'était. Si on compare ce qu'était la France à la fin du 19e et 50 ans plus tard, c'est plus une dégringolade, c'est une chute libre et on est écrasé sur les rochers en bas de la falaise. Et la France était tellement la peinture pour les Français eux-mêmes. C'est très étrange parce que la peinture et la littérature, les gens disent toujours la France et la littérature. Mais non, il y a eu 2 énormes explosions dans l'histoire en termes de peinture, la Renaissance italienne et la modernité française à la fin du 19e. Et en fait, je pense que ça a été une sorte d'objet de projection, c'est-à-dire qu'on a dit la peinture est morte pour dire la France est morte. Et je pense que, et d'ailleurs ça ne sera pas, cette question ne sera pas réglée totalement tant que par exemple on accordera des bourses Villa Médicis sur les murs à tour de bras à des gens qui ne sont pas français, simplement parce qu'ils sont en France pendant 6 mois. Je connaissais une amie adorable, américaine, qui est venue 6 mois en France et qui s'est retrouvée avec une bourse de la Villa Médicis sur les murs pour repartir aux États-Unis et traverser les États-Unis en voiture en filmant les États-Unis. Ce qu'elle a fait. Et puis après, elle est restée aux États-Unis. Et en fait, on dit que les Allemands, qui fonctionnent en Länder, achètent des artistes allemands. Les Américains soutiennent des artistes américains. C'est un manque de soutien des institutions pour les artistes français. C'est pas, en Suisse, par exemple, pas un seul franc suisse de l'État ne peut aller à un artiste qui n'est pas de nationalité suisse. Non, c'est une crise de l'amour de soi. C'est-à-dire pour moi, la mort de la peinture, c'est le symptôme d'une haine de soi. Et du coup, c'est assez encourageant le fait que ça recommence un petit peu de façon, je dirais plus fragile. C'était fragile jusqu'en 2015-2016. Et maintenant, ça commence à être vigoureux et on a une très très belle scène parce qu'il y a une telle culture en France. Il y a un élan énorme sur les siècles en termes de peinture. On a des musées phénoménaux, on a le plus grand musée du monde, le Louvre, qui continue d'être une matrice visuelle énorme. Et quand on regarde sur Instagram, quand on regarde à peu près tout dans le monde, on se rend compte que la scène picturale française est une des meilleures, alors même qu'on n'est que 65 millions. Mais on a avec nous, on est 65 millions plus qu'un siècle, en fait, d'histoire. Et on est sur une lancée. Sinon, je ne m'explique pas autrement la qualité, et c'est pas du chauvinisme, il y a des peintures extraordinaires, il y a des scènes extraordinaires, la scène new-yorkaise actuelle, où il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes femmes d'une trentaine d'années qui sont en train de faire un massacre en fait, c'est fort. Robin Frances Williams,
Julie Curtis, Madeleine Donahu, Viviane Green, Jenna Gribon, etc. Il y a un truc qui se passe à New York en ce moment. Du coup, je sais qu'on n'est pas tellement d'accord là-dessus, mais par rapport aux artistes femmes, j'ai l'impression aussi qu'elles ont été peut-être plus invisibilisées ces dernières décennies et qu'il y a ce besoin de voir des œuvres faites par des femmes aujourd'hui et ce besoin de montrer le travail des femmes, ce qui expliquerait le succès. Enfin, vraiment, c'est vrai que c'est aussi Ah non, non, France, à New York, c'est pas du tout ça. Non, non, elles sont vraiment un talent incroyable. Alors à New York, il y a des peintres sous chaque pierre. C'est-à-dire que tout le monde va là-bas. Donc la concurrence est violentissime. Non, non, c'est juste. C'est passé de Berlin à New York, c'est plutôt Berlin. Il y a 15 ans, c'est plutôt Berlin. Oui, mais non, en fait, parce que Berlin, il n'y a pas d'argent. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Berlin, c'est la ville, à un moment, ça a été la ville des artistes, mais la ville des collectionneurs, c'était Düsseldorf. Et donc, la ville, la grande école de peinture allemande, c'était Leipzig. Donc du coup, les Allemands ont de très grosses fondations, de très gros collectionneurs, de très très bons artistes. En fait, il y a de très bons artistes de partout, en nombre égal, tout le temps. Ce qui change, ce qui est déterminant, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, le miracle florentin, ou le miracle vénitien, ou même le miracle français de la fin du 19e, il est dû à l'environnement. Parce que dans l'espèce humaine, des gens qui ont du talent, hommes et femmes confondus, il y en a la même quantité dans tous les peuples de la planète, de partout, tout le temps. Et par exemple, tu parlais des femmes et des hommes. Il y a quelques femmes comme Vigée Lebrun, Marie Cassatt, etc., qui ont réussi à faire la peinture dans des époques où l'époque était hostile aux femmes. Et on voit bien en fait qu'à partir du moment où l'époque n'est plus hostile aux femmes, pouf, on a plein d'artistes femmes. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a un besoin d'expression justement de. Je pense que c'est le contexte. Comme en littérature aussi. Et on parlait tout à l'heure de. Oui, est-ce que tu as l'impression, par exemple, que cette période, pour en terminer sur cette période d'invisibilité, enfin, en tout cas de disparition de la peinture en France, on pourrait peut-être faire le parallèle avec la littérature, notre sujet principal c'était plutôt les liens entre littérature et peinture, mais c'est très bien qu'on démarre là-dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu cette, comme je le fais dire à mes personnages dans le dernier roman, qu'il y a un petit peu l'équivalent en littérature avec l'ère du soupçon et toute cette période où le roman aussi a été remis en question, boudé, et puis repensé, analysé, et aussi reconstruit et déconstruit. Et est-ce que tu as l'impression qu'on aurait aussi, ça traduirait aussi en France cette ère du soupçon par rapport à l'image, à la peinture, et qu'aujourd'hui on en serait sorti, et qu'on pourrait du coup, par rapport au roman, voilà, alors aussi peut-être le roman en est ressorti consolidé ou fragilisé, je ne sais pas. Et la peinture, tu dirais que la peinture, les œuvres moi j'ai cette impression en tout cas que les peintres qui pendant 40 ans ont disparu un petit peu des radars, ont quand même créé. Bon, ça c'est un peu le sujet de mon livre aussi. Que sont devenus ces gens qui pendant 40 ans ont été quand même sacrifiés? Ils ont été sacrifiés. Voilà. Alors, et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression, pour terminer, que ces jeunes artistes ont conscience de cette période de sacrifice? Absolument pas. Donc il y a une sorte de. Et moi, dans ce que tu dis. Dans un impensé, ça ne vient pas alimenter une nouvelle peinture, une peinture qui serait plus consciente d'elle-même. J'ai l'impression qu'on repart de zéro. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu dis. La première chose que j'ai à dire concernant à la fois la littérature, la peinture, tout ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a eu un mouvement de déconstruction. Général, en sociologie, en peinture, en philosophie. Ça a commencé, c'était Foucault, Lévi-Strauss, etc. Un mouvement extrêmement puissant, en fait, et extrêmement fort. Et on est arrivé au bout de la déconstruction. C'est-à-dire qu'en peinture, on s'est retrouvé, et c'était très intéressant, on s'est retrouvé, par exemple, une œuvre comme celle de Claude Ruteau, elle est très intéressante. Quand on met des tableaux face au mur et qu'on les accroche comme ça, et qu'on a l'arrière du châssis, etc., on est arrivé au bout en fait. Ou alors on démonte, support surface, etc. Donc on a tout déconstruit en fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de la déconstruction, il n'y a plus rien. Or, en fait, il y a de nouvelles générations de personnes qui veulent jouir. Et donc, de la même manière qu'on a besoin de bien manger, de musique pour danser, on a besoin aussi de peinture. Et en fait, et je pense que c'est comme quand on touche le fond en fait. Et là se pose la question, pas de la reconstruction, mais du redémarrage. Et
Et du coup, c'est une vraie question. Parce que les gens, il y a des peintures. La peinture revient, mais quelle peinture? Est-ce que c'est la peinture vivante ou est-ce que c'est une peinture zombie? Il y a des gens, par exemple, qui considèrent que bon, il faut zapper tout le XXe siècle, que ça commence à dégénérer à Manet, et qui, actuellement, au moment où nous parlons, produisent une peinture que j'appellerais post-classique. C'est-à-dire qu'en fait, ils font semblant que qu'à partir de Manet, il ne s'est rien passé. Je ne vais pas balancer, tout le monde les reconnaîtra, ils se reconnaîtront. C'est les néoclassiques. Non, les post-classiques. Et parce que le néoclassicisme, c'est encore autre chose. C'était un courant qui s'inspirait des Grecs et qui n'était pas dans... Non, là, ils veulent continuer quelque chose en refusant ce qui a été fait, en zappant un siècle, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que quelquefois, ça fait des choses très convaincantes. Et puis après, on a des postes de vrais postmodernes, des personnes qui peignent après seulement le XXe siècle et qui du coup ignorent la peinture classique. Quelquefois c'est foireux, quelquefois c'est brillant, quelquefois c'est seulement référentiel et quelquefois c'est véritablement une nouvelle branche. Donc tout est possible et moi je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit et en littérature non plus. Il faut tout essayer, tout voir. Et je pense qu'à la vindicte stalinienne de l'art conceptuel pendant 40 ans, il ne faut pas répondre par une vindicte en sens inverse, parce que le vent a tourné. C'est-à-dire que, donc je n'ai rien contre les installations, j'en ai vu quelques-unes qui étaient magnifiques. Beaucoup de merde, mais quelques-unes magnifiques. C'est comme en peinture, beaucoup de merde, mais quelques tableaux magnifiques. Et en littérature, de la même manière, on ne va pas maintenant tomber à bras raccourcis sur des personnes qui font des expérimentations, qui font encore des expérimentations, alors qu'à l'époque, ils tombaient à bras raccourcis avec mépris sur le roman classique. Donc, si on veut vraiment dépasser la dimension atroce de la période culturelle qu'on a vécue, et il ne s'agit pas de jouer un match retour. Et il faut vraiment le dépasser. Même, j'ai envie de plaider pour un pardon et une amnistie. C'est pour ça que je suis ravi de tous ces gens qui sont toujours en place, qui il y a 15 ans désossaient du peintre au couteau à huître et qui aujourd'hui sont là, peinture, tableau, magnifique. Je suis ravi. Je suis prêt même à leur épouster la veste qu'ils ont retournée. Parce qu'il faut... Et on reparle, et j'ai envie à nouveau de citer la Libération. On ne peut pas mettre tout le monde contre un mur et tirer. Il faut une amnistie. Et là, on aura vraiment dépassé cette période. Et après, il faut que tout le monde puisse faire ce qu'il veut, en fait. Il y a cette place sous le soleil. Si on arrivait à obtenir cette posture, je pense que tout serait possible. Oui, c'est l'impression qu'on a dans la jeune peinture aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses très très différentes et, voilà. Et vraiment c'est foisonnant. Voilà. C'est foisonnant. Là, on parle toujours de biodiversité. C'est comme, mais en fait, il y a la pictodiversité. Et ce qui se passe, c'est que c'est comme si les gens sont là, ce qui est beau, c'est les tigres en forêt. S'il y avait des tigres, mais ça serait monstrueux en fait. Et en plus, je ne suis pas d'accord, parce que je prends souvent cet exemple, mais un hippocampe, c'est magnifique. C'est magnifique un hippocampe. Les gens disent, ah non, il y a des œuvres, ça peut être un tigre majestueux, ça peut être un éléphant, mais ça peut être aussi un escargot ou un hippocampe. Et une œuvre peut être modeste et tout à fait merveilleuse et nécessaire dans la forêt. Plus il y a d'animaux, de la fourmi à la girafe, et plus la forêt dans son ensemble est belle. Et donc, je dois avoir l'air un peu couillon, un peu Gandhi, comme ça, mais j'y crois vraiment. J'ai pas envie, moi, que ça soit en peinture. Après, on peut discuter des mérites comparés du tigre et de la fourmi. Mais par contre dire ah non, le tigre, très bien, la fourmi, de la merde, ou la fourmi, extraordinaire, le tigre, trop vulgaire.
Oui, cette période un peu fasciste, comme tu disais, est terminée. On l'espère. La discrimination Ouais, bien sûr. n'entraîne pas, enfin, au sens originel du terme, c'est-à-dire le jugement argumenté de goût, la tentative de se repérer, même de hiérarchiser, a une petite tendance à finir en exécution à chaque fois. Okay. Mais on peut parfaitement discriminer sans jeter ce qu'on considère comme étant moins important. Super. Et ok, bah, pour passer aux questions qui nous paraissaient très importantes à tous les deux, donc des rapports entre littérature et peinture, on est parti des peintres qui écrivaient, on a dit qu'on parlerait de ça, et des écrivains qui peignent. Voilà. Donc tu as une collection, tu lis d'écrits d'artistes. Et on va peut-être parler de ça. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais est-ce qu'il, d'après toi, il y aurait un lien, alors on peut dire la représentation, comme tu me disais, un lien entre la littérature, l'art de la littérature et l'art pictural? Est-ce qu'il y aurait un lien, puisqu'effectivement on voit que beaucoup, moins aujourd'hui tu le lis, mais il y a quand même des liens très profonds entre littérature et art plastique. Et est-ce qu'on est dans une forme d'art, un lien intime? Est-ce qu'on peut passer plus facilement de l'un à l'autre que dans les autres formes d'art? Est-ce qu'il y a, t'as l'impression, toi, que c'est une sorte de lien? Moi, je pense que ce sont des arts de la représentation, très liés depuis longtemps. Toi, tu as une activité de peintre et d'écriture. C'est un peu terminé pour moi, la peinture. Mais... oui, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, c'est un lien qui est attaqué. Donc, tiens, c'est intéressant parce que moi, ce que je raconte dans le livre, c'est comment je passais de l'écriture, enfin en tout cas la narratrice qui me ressemble beaucoup, à la peinture, le contraire de la peinture à l'écriture. Et toi, est-ce que tu peux me raconter concrètement comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as commencé par peindre ou tu as commencé par écrire? Je sais pas, parce qu'on écrit depuis que... on écrit quand on est adolescent, tout le monde écrit. C'est un peu ce que disait Picasso sur le dessin, on lui demandait mais comment ça se fait, et il dit mais tout le monde dessine, seulement moi je n'ai pas arrêté. Donc en fait c'est pareil pour l'écriture, je suis des enfants qui n'arrêtent pas. Et d'une certaine manière, tous les enfants écrivent, peignent, dessinent, ils se mettent pas de la rate au courbouillon en fait. Mais par contre sur le lien, par exemple, tu as fait des études plutôt littéraires ou plutôt artistiques? Moi j'ai fait des études littéraires en fait, et Cannes, Hippocane, etc. Mais je voulais être peintre, je faisais ça pour... Enfin, je peignais déjà en fait, mais je faisais ça pour que mes parents me payent une chambre d'étudiant. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté ma thèse, ils ont arrêté de me payer une chambre d'étudiant, j'ai dû travailler. Et c'était intéressant. Parce que ça m'avait maintenu, je pense qu'ils m'ont... C'est ma faute en fait, mais j'ai sans doute manqué de courage, mais en m'arrosant comme ça, pas avec des fortunes, mais en payant, ils m'ont fait poursuivre dans une voie dont je leur disais que c'était pas la mienne en fait. Et je dirais facilement 3-4 ans de trop en fait. Et en même temps, par la suite, quand j'ai écrit, j'étais bien content d'avoir poursuivi 3-4 ans ces études-là. Alors, tu as quand même écrit 2 romans publiés. Et comment sont-ils venus par rapport à la pratique de la peinture, ces romans? Le premier, c'était par hasard. En fait, j'étais en Corse et je m'ennuyais comme un rat mort parce que je ne pouvais pas peindre. J'étais chez ma mère avec mon ex-femme et on venait d'avoir notre premier enfant. Et moi, la plage, ça m'emmerde. Et donc, on discutait. Et à un moment, j'ai eu l'idée d'un livre. Et je lui dis, comme elle est écrivain elle-même, je lui dis, tu devrais l'écrire. À partir de l'idée, elle m'a dit, elle a rigolé. Et elle m'a dit, chiche, t'as qu'à l'écrire toi. Et ça m'a un peu vexé, en fait. Et puis, je lui dis, très bien, je vais écrire. Et puis, comme je m'embêtais, je l'ai écrit vraiment en 15 jours, pas la première version. Parce qu'après, on l'a retravaillé avec l'éditrice. Enfin, elle m'a demandé de l'étoffer, quoi. Et puis j'ai envoyé le manuscrit. Elle avait les adresses des éditeurs. Et puis j'allais le déposer pour économiser des timbres. J'ai fait ça pendant 2 jours et puis je l'ai oublié. Et quand j'ai été rappelé par Anne Bourguignon d'Aria, bonjour Anne Bourguignon, j'en suis à la page 52, je me rappellerai toute ma vie. On aimerait vous publier que ça. Je ne savais plus de quoi elle parlait en fait. Parce qu'il s'était passé 2 mois, parce qu'il reçoit plein de manuscrits.
qui est cette dame, de quoi elle me parle, page 52, de quoi en fait. Et en fait, c'est comme ça qu'a été publié le premier texte en fait. Et mais bon, j'étais heureux, hein, j'étais fier, mais ça s'est fait de façon un peu accidentelle en fait. Oui. Parce que tu pratiques beaucoup par exemple le portrait, comme on peut le voir dans l'exposition qui est en ce moment à la bibliothèque du Kremlin Bicêtre. Et est-ce que tu as l'impression que dans ta façon d'écrire, ça t'a été utile du coup là, puisque tu as commencé par peindre, est-ce que ça t'a été utile cet art du portrait dans la façon de décrire par exemple tes personnages, tes situations? Est-ce que tu vois un lien entre les deux? Le lien que je vois, il est plus dans la nécessité de faire un portrait ou d'écrire un texte qui pour moi est toujours lié à une personne en fait. C'est-à-dire que j'ai pas de projet formel, indépendant. Ce sont toujours des genres de déclarations d'amour en fait. C'est-à-dire que je pense que quand même peindre quelqu'un ou le mentionner dans un livre, même si c'est pour en dire du mal, c'est quand même signifier une importance cruciale de cette personne. Et moi je préfère en fait me faire massacrer dans un bouquin, me faire massacrer dans un plutôt d'accord. que ce qui m'est arrivé 2 fois, plutôt que de ne pas plutôt que d'être passé à l'as. Mais toi, comment tu vis ça? Parce que toi, tu écris aussi à partir de... Tu écris des fictions, mais dans lesquelles il y a des éléments réels, en fait. Donc, tu parlais de la fiction. Moi, j'ai l'impression que tu n'es pas strictement dans le roman classique, pure fiction, mais que tu es à cheval et qu'entre autres, avec ce livre, Térébenthine, il y a un petit côté justicière. Oui, Est-ce que donc tu l'as pas seulement écrit pour écrire une histoire, est-ce qu'il y avait une volonté presque politique en fait? Oui, c'est vrai qu'ayant été peintre, ayant fait les beaux-arts, j'avais envie, c'était intéressant cette question dont tu as parlé tout à l'heure, de rendre justice en effet à la peinture avec les mots, comme ça a déjà pu être fait, je sais pas, peut-être au cinéma ou par la littérature. Et d'ailleurs, un roman qui m'a beaucoup inspiré, dont je parle beaucoup dans Térébenthine, c'est l'œuvre, le livre qui s'appelle L'œuvre de Zola, qui parle aussi de peinture et de la situation des peintres à l'époque de Zola, voilà, et j'avais aussi envie de parler, au-delà de la situation assez catastrophique des peintres pendant 40 ans en France, de parler aussi des étudiants, des études en art, des étudiants en art, de la formation et des conditions de création. Et pour moi, je ne sais pas si c'est rendre justice, mais pour moi, les mots, en tout cas, décrire une situation, qu'elle soit avec les mots ou avec la peinture, la décrire dans toute sa réalité, dans tous ses détails, et permet de rendre justice, parce que le simple fait de décrire des situations que les gens ne connaissent pas, dont ils n'ont pas idée de ce que je décris aux Beaux-Arts, c'est pour moi dénoncer. Enfin, c'est pas vraiment dénoncer, mais décrire suffit en fait. Et il n'y a pas forcément d'idée idéologique après, c'est quelque chose qui s'est. Mais c'est un témoignage. Voilà, oui, c'est plutôt Et comme on ça. parlait des sacrifiés, le fait que tu aies dit pour moi c'est terminé la peinture. Pour moi, tu fais partie des derniers sacrifiés en fait, ceux qui se sacrifient eux-mêmes. Mais par contre, j'en connais qui ont traversé. Tu as dit à un moment, est-ce que les jeunes peintres ont une idée de ce qui s'est passé? Moi, j'en connais plein qui ne se rendent pas compte. Moi, je sais qu'en 2010-2011, j'avais quoi? J'avais presque 40 ans. Il y en a qui sont arrivés, qui sont sortis des Beaux-Arts en 2012, et il y avait des galeries qui exposaient la peinture, des articles sur la peinture, il n'y avait pas plus de problème pour peindre. Ils n'ont aucune idée, en fait, aucune idée de ce qui a pu se passer. Et je connais aussi des peintres qui sont plus âgés que moi, qui ont 60, 65, 70, et qui, eux, ont été massacrés, enfin tout quoi en fait, je veux dire. Parce que moi, en même temps que tout le monde, j'ai pu quand même profiter de ces 10 années en fait, pour montrer ma peinture, etc. et tout. Mais ceux qui ont sombré dans l'alcoolisme ou juste avant, malheureusement. Ou alors ceux qui ont été disqualifiés par leur âge. Parce que tu parles dans ton roman de la question des hommes, des femmes. C'est une question, mais on parle très rarement en fait de la question de l'âge.
Et or, c'est une source de discrimination dans la vie professionnelle et personnelle, mais transversale et violentissime, bien plus violente que celle du genre, bien plus violente que celle de la race, à mon sens. C'est-à-dire que on est beaucoup plus disqualifié dans certaines situations. On peut être disqualifié parce qu'on est jeune, on peut être disqualifié par... Ça dépend de la situation, sûr, en fait. bien sûr. Mais l'âge, pour moi, est un facteur complètement sous-estimé, en fait, sur ces questions. Et par exemple, pour le marché, il y a plein de gens qui se sont dit, bah, c'est très bien ce qu'il fait, mais bah, je ne vais pas commencer avec la personne à 60 ans, je ne vais pas me mettre à parier sur quelqu'un qui va peut-être casser sa pipe. C'est fini, je ne peux pas faire un travail de fond. Et donc en fait, c'est une ignominie compréhensible qui est menée par des acteurs. C'est pas un complot, c'est des calculs convergents d'acteurs qui font que on a des personnes qui se sont tapées les 40 ans de mort de la peinture et qui, à partir du moment où la peinture n'était pas morte, n'était plus morte, miracle, on leur a mis une balle dans la tête parce qu'ils étaient trop vieux, en fait. Et ça, cette génération, elle existe. Donc moi, quand j'organise des expositions collectives, j'en mets 2-3, et les gens me disent, mais c'est qui, en fait? Je dis, c'est des gens qui ont continué à peindre alors que tu n'étais pas né, alors qu'on leur crachait dessus, alors qu'on leur disait que ce qu'ils faisaient était ridicule, qu'ils n'étaient rien, et ils ont serré les dents pendant 40 ans. Et maintenant, toi, tu arrives, tu profites de tout, des bourses, des achats du FRAC, du FNAC, des articles, etc., etc. Et toi aussi, tu leur craches dessus alors qu'ils sont peintres comme toi. Il y a une génération... Enfin, deux même. Il y en a eu plusieurs, mais je dirais celle qui s'est tout pris, qui s'est pris toute la période. Je veux dire ceux qui ont commencé, qui avaient 20 ans, je dirais ceux qui avaient 15 ans, je dirais en 15-20 ans dans les années 80. Voilà. Ceux qui avaient 20 ans dans les années 80. Les peintres qui avaient 20 ans dans les années 80. Ça a été... c'est monstrueux, en fait. C'est monstrueux. Ça va être un peu, je pense, ce que je vais dire, mais beaucoup de gens comprendront. Ce sont les harkis de la peinture. Les harkis de la peinture. On les a sacrifiés. Joli titre, ça, les harkis de la peinture. Eh bien, mais ils sont toujours là. Hein. C'est-à-dire que là, je parle... Enfin, non, ils sont pas tous là. Non, il y en a plein qui sont vivants. Ils ont des ateliers, ils travaillent, ils font des peintures quelquefois extraordinaires. En fait, je suis gêné parce que j'aimerais dire des noms, mais après avoir dit tout ça, je pense que ça les blesserait, que je dise leur nom. Donc là, je suis au moment où je te parle. Mais je te demande pas. Donc, enfin bref, voilà. Les peintres, un peintre qui, au moment où nous parlons, homme, femme, il y a des hommes, des femmes, qui a plus de 60 ans, moi j'ai envie de dire, s'il y a des peintres qui écoutent notre émission, putain, mais allez voir leur peinture. Quitte à critiquer, d'accord, mais allez voir, allez les chercher, allez les sortir de la fosse commune dans laquelle on les a jetés anonymes, en fait. Parce qu'à l'intérieur, parce que c'est eux qui ont continué à maintenir le flambeau, en le tenant dans les dents, sur le point de se noyer pendant 40 ans, en fait. Et rien que pour ça, même si vous considérez qu'ils peignent de la merde, et pourtant il y en a qui sont extraordinaires, qui sont très très grands peintres, eh ben vous devrez, c'est comme le vieux Pépé qui a fait la guerre, quoi. On est gentil avec lui, en fait, on lui apporte son café parce qu'il a fait la guerre, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai... C'est un peu ridicule, mais s'il y a une injustice... Bien sûr. Voilà. Et puis c'est beau, cette combativité qu'ils ont eu, pas tous, parce que beaucoup sont morts au combat. Il y en a plein, il y a eu plein de suicides. Ah ben oui, dans mon entourage très proche, et j'en parle beaucoup, il y a beaucoup de suicides en Terre-et-Bantine. Et en effet, Et en tout cas, est-ce qu'il nous reste peut-être 10-15 minutes? On pourrait parler de... Tu me disais que tu avais une collection d'écrits de peintres, c'est ça? Mais parce qu'en fait, quand on a discuté avant cet entretien, on parlait des relations entre écriture et peinture, et je te disais que en fait, moi, ça fait plusieurs années que je collectionne les écrits de peintres. C'est ça. Et que c'est extraordinaire, et que en fait absolument quasiment tous les peintres ont écrit, quelquefois des œuvres littéraires, quelquefois des œuvres théoriques. On a je sais pas combien de volumes de Dubuffet, mais on a
à soi-même de Dylan Redon, bon, le journal de Delacroix, mais Picasso a écrit des pièces de théâtre, le Léonie Rousseau aussi. Enfin, c'est la folie en fait. Ils ont tous. Bon, les lettres de Van Gogh qui sont magnifiques, littérairement. Et d'ailleurs, quand on les œuvres qui sont purement littéraires, qui ne sont pas juste, comme tu disais tout à l'heure, une présentation de son travail. Non. Alors, à l'époque, ils n'étaient pas ma démarche artistique. Enfin, je veux dire, c'était pas ça. C'était les peintres illustrés, les œuvres de leurs amis écrivains. Les écrivains écrivaient dans des, mais pas des textes critiques, abscons, mais vraiment écrivaient des œuvres dans des catalogues des peintres. Enfin, c'était organique, il y avait une foison, mais surtout il y avait aussi une sorte de circulation en fait. Et puis on a des écrivains qui ont aussi peint les encres de Victor Hugo. Toutes les personnes qui les découvrent sont considérées. Le niveau graphique des encres de Victor Hugo, c'est surprenant en fait. Et ce qui pourrait signifier aussi que le fait de maîtriser un art puisse aider peut-être pour en aller dans un second tour. Ou tu penses que c'est quelque chose de totalement indépendant, du coup, les relations entre, par exemple, littérature et peinture, ou est-ce que tu penses que le fait d'avoir, pour Victor Hugo, d'avoir fait les œuvres littéraires qu'il a faites, de pouvoir ensuite passer, tu crois que c'est totalement indépendant, qu'il y a un regard commun? Je pense qu'il y a tellement de peintres, même vraiment j'ai une collection féroce, hein. J'ai du mal à chaque fois que je tombe sur un peintre, si je cherche, alors tout n'est pas publié, mais même les peintres contemporains, quand on leur parle, ils ont écrit des nouvelles, et quelquefois il faut insister. C'est vraiment jamais, si, j'écris, etc. et tout. Et à chaque fois, moi, je suis surpris par la qualité en fait de ce qui est écrit. Alors peut-être que j'ai un jugement partial, je ne sais pas, mais je suis quand même surpris. Et c'est pas. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai plusieurs rayons de ma bibliothèque qui prouvent que peindre et écrire en même temps, ce n'est pas une exception. C'est la règle. L'exception, c'est les peintres qui n'écrivent pas. Ça, c'est l'exception dans l'histoire de l'art. Et il y a aussi Léonard de Vinci, il y a aussi. Enfin, je veux dire, c'est quasiment systématique. Et c'est quand même un petit problème qu'aujourd'hui on considère que quand on peint et quand on écrit, on est un zouave. Parce que, voilà, si je coche, je fais la liste, je coche. C'est-à-dire des spécialités, des spécialisations, quoi. Il y a un problème. Il y a une dissection. Il y a une dissection qui a été opérée. Et on ne peut pas. La grenouille ouverte sur la table et disséquée, soit on peut savoir où sont les organes, en quel nombre, mais elle est morte. Et je suis pour qu'on referme la grenouille, c'est un peu du Frankenstein, qu'on lui fasse un petit massage cardiaque, un petit bisou, on ne sait jamais, et puis qu'on la laisse vivre sa vie organique en arrêtant à chaque fois alors toi tu es ça, toi tu es, puis je découpe ou ça, mais là ça va plus. Alors ça, du coup, puisque tu as cette expérience internationale, est-ce que tu as l'impression que c'est spécifiquement français, ça, ou que c'est partout les cases? Non, ça marche pour tout le monde, parce que c'est un réflexe, on a besoin, on n'a pas le temps de connaître les gens dans la vie. On peut passer une vie de 70 ans, on connaît quoi? On a eu le temps de connaître 3-4 personnes, et encore, je suis bien placé pour savoir qu'on peut vivre 20 ans avec quelqu'un sans connaître. Mais donc, il n'y a pas. On a besoin des préjugés, on a besoin des raccourcis, on a besoin des cases. Le problème, c'est est-ce qu'on doit s'abandonner corps et âme à tout ce dont on a besoin? Parce que si on se lâche tous sur les préjugés, ça peut faire des dégâts. Et donc en fait, les cases sont nécessaires, tout le monde est pratique. Après, j'ai l'impression qu'en France, c'est de la case solide, hein. C'est-à-dire, et dans le monde du travail, par exemple, en dehors de l'art, j'ai entendu plein d'amis qui me disaient qu'en France, si on voulait une promotion, il fallait changer d'entreprise, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on peut rentrer, distribuer le courrier et 15 ans après être le PDG. Ça arrive souvent. En France, si on est directeur des ventes et qu'on veut devenir directeur des ventes France et qu'on veut devenir directeur des ventes Europe, ça n'arrivera jamais. Il faut passer chez le concurrent. Donc, il y a un problème.
pourtant, on a comme cette impression, justement avec l'art contemporain, qu'il y a beaucoup de métissage entre les formes d'art et, bon, pas forcément littérature et peinture, mais entre plein, enfin voilà, en tout cas avec le multimédia, etc. Il y a quand même beaucoup de métissage aujourd'hui, puis même je trouve qu'en littérature, les œuvres, il y a beaucoup d'œuvres intéressantes qui sont par exemple à la frontière entre deux genres, etc. Est-ce que c'est en train de s'ouvrir, d'après toi, tout ça? Est-ce que dans la peinture, on voit aussi, par exemple, une peinture nouvelle qui serait peut-être informée par pas ces 40 années d'art conceptuel, mais aussi par le minimalisme, tout ça? Est-ce que tout ça s'influence? Est-ce que il y a... Je crois qu'il y a des... Je crois qu'on a... c'est Heidegger qui disait toute conception d'histoire de l'art suppose une conception d'histoire, et qui est de type hegelien. C'est-à-dire il y a eu tel peintre, et donc il y a eu tel peintre, donc il y a eu tel peintre, on va dans cette direction. Et je pense que ça, il y a plein de peintres qui vivent encore dans cette illusion, mais il y en a de plus en plus qui ne vivent plus là-dedans. Et donc je connais maintenant de plus en plus de peintres, j'ai l'impression, qui aiment des choses complètement différentes. Et pour qui la notion d'histoire, pour qui l'histoire de l'art est en fait un objet qui a été construit par des historiens. Parce que quand vous regardez un tableau, je sais pas, vous regardez un Bronzino, on est en 2021, et vous allez au musée et vous regardez un Bronzino, ben, c'est une œuvre contemporaine, vous êtes en train de la regarder. Est-ce qu'on s'en fout qu'elle a été peinte il y a plusieurs siècles? Et c'est complètement sans intérêt. En fait. Et donc, du coup, chacun... je pense que, pour moi, les peintres les plus intéressants actuellement sont ceux qui se sont émancipés de cette question de l'histoire de l'art. Et du coup, ça part dans tous les sens. Et aussi, ce sont ceux qui n'ont pas peur, qui ne s'imaginent pas que pour défendre leur façon de peindre, il faut défoncer celle des autres. Parce que là, il y a un côté narcissisme malveillant, en fait. C'est pour mettre en avant ma façon de peindre, je vais défoncer ce qu'il fait lui. C'est un réflexe normal, parce que si on peint d'une certaine manière, c'est parce qu'on n'a pas envie de peindre comme ci, comme ci, comme ça, mais il faut faire attention, en fait. Là aussi, encore un réflexe auquel il faut faire attention, en fait. Donc, il se passe quelque chose d'une libération de l'histoire de l'art qui permet, parce que c'est le seul moyen pour assurer la diversité. Parce que s'il y a une histoire de l'art, il va falloir tous peindre de la même manière, puisque c'est l'avenir. Donc, soit on peint tous de la même manière, soit on déstocke l'idée d'histoire de l'art. Et là, on part, et là, c'est l'Amazonie. Je vote pour l'Amazonie. Alors, tu parlais tout à l'heure de New York, en me semble qu'il y avait une explosion de jeunes peintres, notamment peintres femmes. Et est-ce que tu peux nous donner des noms et nous parler un peu de cet avenir de l'art, justement? Il n'y a pas d'avenir de l'art. C'est comme... En tout cas, de ces peintres dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu as du nom, si tu peux nous parler un peu? Ouais, il faut pas. Moi, je ne connais pas on trop. On peut parler peut-être plutôt... Alors, j'ai pas envie de faire la pub sur la scène new-yorkaise. Non, mais je peux parler des peintres femmes en France plutôt. Alors, bien sûr, évidemment. Mais si tu veux que je parle des peintres femmes exclusivement, mais moi... Non, vas-y, parce que pour moi, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Non, parce que tu m'as parlé Oui, je comprends. Mais c'est parce qu'à New York, c'est très étrange. Mais bon, il y a plein d'artistes à New York. Mais il y a des... Qu'est-ce qui se passe à New York, du coup? Il se trouve qu'il y a une sorte de tissu. Attention, on parle de quoi? On parle de 5-6 peintres qui se connaissent entre elles et qui déchirent tout, en plus avec des styles différents. Les noms, c'est quoi par exemple? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais Viviane Green, Jenna Gribon, Robin Frances Williams, Julie Curtis, Madeleine Donahue. Alors c'est une communauté dans leur travail. Non, mais leur travail, est-ce qu'il y a des points communs? Tu t'en parlerais comment? Ah non, ce sont des travaux très différents. D'accord. Et justement, ce sont des peintres, mais ça existe aussi en France. Hein, oui, moi je prends en France, je pense à par exemple Charlotte Baudry, qui est belge, mais qui commence à exposer en France après avoir exposé partout, mais au monde entier, sauf en France. En France, c'est compliqué parce qu'il y a des... En France, il y a Françoise Petrovic, il y a Claire Tabouret, il y a... Il y a tout le monde, tu veux juste que je parle de femmes?
Non, non, Ou- bien sûr pas. Non, non, mais moi je te parlais de ça parce que non, non, mais alors c'était un je des sais sujets pas. de mon roman aussi. Oui, c'est vrai que ça parle de ça, mais Après un déficit c'est vrai. de femmes en art pendant des années, c'est vrai que c'est bien Moi je d'en trouve qu'il n'y a parler pas un du petit peu. tout les visites. Non, mais je Mais, veux dire, c'est historique, objectif. Hein. oui, historiquement oui. Mais, mais par contre, actuellement pas du tout. Ah, Hein. bah oui, non, mais c'est intéressant. Donc, tu peux en parler. je sais pas, parce que j'ai peur d'oublier certaines personnes qui vont m'en Ouais, vouloir en d'autres fait. mots, Et tout pardonner. Non, non, mais c'est pas grave. Qui je pourrais citer de gens que je trouve. Ben, Mireille Blanc, je trouve qu'elle fait oui. un très bon travail. Eva Nielsen, Amélie Bertrand. Je vais mettre des hommes aussi, parce que la sélection sur les chromosomes, j'ai du mal. Guillaume T'as du Pinard. mal à les trouver, on dirait. Non, j'ai pas du mal à les trouver. Bon, Je cherche celle qui est vraiment. Marc Wall. Ah non, je vais pas faire le VRP de moi-même. Donc, en fait, Guillaume Pinard. Après ça. Non, il y a, tu disais Françoise Petrovic, il y a Marlène Moquet, il y a Pour citer un homme qui aurait très Florence Raymond, il y en a vraiment beaucoup en fait. Et mais ce sont aussi des femmes en c'est fait. pas non plus énorme. Mais par exemple, il y a très peu de. Enfin, entre peintres, ces questions hommes-femmes se posent sur les questions les conditions d'exposition, les questions comme ça. Mais sinon, entre peintres, je pense que les peintres sérieux entre eux n'en ont strictement rien à branler Évidemment. que le peintre en face ait XX, soit XX ou XY. Parce que c'est pas là-dessus que ça se joue. Donc, j'ai pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé maintenant, au moment où on parle, en fait, la parité, l'égalité est acquise. C'est-à-dire que moi, je veux bien que ce combat tonitruant continue de siècle, mais ça y est, il est gagné. Alors, par exemple, des artistes comme Marie Desgranchamps, Philippe Cogniet, qui sont des peintres qui ont traversé ces 40 ans de désert en France, ils ont morflé, oui, et aujourd'hui, ils s'en sont mieux sortis. Ouais, ils s'en sont mieux sortis. Alors après, c'est le facteur chance, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, en femmes qui on pourrait trouver un parcours féminin, l'équivalent des parcours comme ça, qui est résisté à 40 ans de mort de la peinture en France, il y aurait qui comme nom féminin? Il y en a pas. Françoise Petrovic, par exemple, peut-être, on en parlait. Oui, mais Françoise, c'est pas exactement la même génération. Elle est plus jeune. Les femmes ont joué un rôle. Qu'on oublie des noms. Non, mais les femmes ont joué un rôle essentiel parce que quelqu'un comme Catherine Millet, quelqu'un comme Colette Barbier, quelqu'un comme. Je veux dire, dans le monde de l'art, les femmes sont extrêmement puissantes depuis longtemps dans le monde de l'art. Et à des postes décisionnaires qui décident ou pas d'exposer ou pas, qui a un article ou pas. Et donc, mais le sexisme n'a pas de sexe. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le sexisme, en fait, c'est déterminer les choses en fonction du sexe. C'est pour ça que je m'y refuse plus ou moins. C'est-à-dire que... mais souvent aussi, ça a correspondu à... C'est la branche à laquelle on se rattrape quand on n'a plus de critères esthétiques de discernement. Et là, d'un seul coup, on rentre dans des critères foireux. On va pas rentrer dans cette discussion. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste 1 minute, donc il est peut-être temps. Mais oui. On en parlera. Ouais. On dispute hors caméra. Voilà, c'est la partie la plus intéressante de ce qu'on va enregistrer. Donc, merci de nous avoir écoutés, si vous avez suivi jusqu'au bout, et d'être encore là. Et donc, on me dit de signaler qu'il y a une exposition qui commence bientôt, avec les étudiants avec lesquels j'ai travaillé pendant ma résidence au Kremlin-Bicêtre, qui commence le 3 mai jusqu'au 22 juin. À l'endroit qui s'appelle, j'arrive pas à me relire, le parc de Bicêtre. Au parc de Bicêtre, donc qui est à l'entrée du parc de Kremlin-Bicêtre, où il y aura beaucoup d'œuvres d'étudiants avec qui on a travaillé cette année, du lycée de Kremlin-Bicêtre, Darius Milhaud, et qui vont exposer leur travail, des lycéens qui étaient en section option art plastique, avec lesquels j'ai fait beaucoup d'échanges. J'ai eu beaucoup d'échanges cette année. Je me suis intéressée sur leur devenir artistique à court et à long terme. Et donc il y a cette exposition. Il y a l'exposition de Marc qui est visible dans le hall de la médiathèque dans quelques jours, pas très longtemps encore. Venez parce que les médiathèques sont encore ouvertes. Parmi les lieux culturels qui restent ouverts, outre les librairies, il y a aussi les médiathèques.
Donc venez, parce que c'est une exposition ouverte et visible encore quelques jours, et qui est magnifique. Tu t'es approprié le lieu. Merci, c'est adorable. Je vais pas t'inviter comme ça. Il y avait quand même des raisons. Autre que ça, un homme. Bon, et voilà. Merci beaucoup. Et puis, au revoir, tout simplement. Et merci d'être venu, Marc. Je t'en prie, merci de m'avoir invité. Merci pour tout. Je t'en prie. Combien de followers? Est-ce que c'est fini en fait? Parce que là, je suis sûr qu'on est encore filmé. Oui, j'avais raison. C'est systématique. Mince, le micro est encore ouvert. Parce qu'il n'y a pas eu de questions. Non, je crois qu'on